Alors, je vais laisser la parole à Audrey Lasserre qui va modérer cette table ronde, qui va présenter les différentes intervenantes, sachant que la première d'entre elles, Annette Lévy-Villard, n'est pas présente, mais elle nous a envoyé ce matin même, je crois, Michel, une petite vidéo que nous verrons. Voilà, à vous. Alors, je peux. Oui, ça marche. Non, ça marche pas. Non. Il va arriver. C'est mieux. Non. Alors, nous reprenons avec une table ronde qu'on vous a annoncée carrée. Je vais en expliquer le déroulé. Pour des raisons pratiques de navette, nous devrons nous arrêter à 17h45, raison pour laquelle nous avons une belle heure devant nous. Et cette heure, nous allons la consacrer d'abord à entendre chacune préciser son lien ou son histoire par rapport à Cathy, à partir d'un sujet qu'elles auront la liberté ou pas de traiter, puisqu'on est dans la liberté et que vous avez ici. Nous entendrons d'abord Annette Lévy-Villard, donc sous forme de vidéo. Annette Lévy-Villard que je présenterai simplement en disant qu'elle est à la fois journaliste et écrivaine romancière, qu'elle a été membre, non pas membre, mais participante justement, cheville ouvrière du mouvement des femmes, comme les intervenantes qui se trouvent immédiatement à ma droite et que je vais présenter successivement pour faire ce tour de table. Nous les entendrons ensuite parler. Donc, directement à côté de moi, mais c'est un peu étrange parce que je sais que vous les connaissez, mais je le fais quand même. Liliane Candel, qui est sociologue, elle également, non pas membre, mais cheville ouvrière du mouvement des femmes. Et elle a été chroniqueuse du sexisme ordinaire. Elle était Rose Prudence, pour celles et ceux qui ont envie de relire ces chroniques ou qui les connaissent. Et puis à la suite de cette participation, elle a été membre du comité de rédaction des Temps modernes. Elle a travaillé également sur féminisme et nazisme, ce qui est une autre de ses contributions. Martine Storti, que on connaît aussi pour sa contribution au journalisme dans les années 70, en tout cas moi c'est par là que je l'ai connue, est aujourd'hui essayiste. Comme elle me l'a rappelé, et elle avait fort raison, elle a été professeure de philosophie en premier lieu, et elle a couvert et participé au mouvement des femmes. Elle a publié récemment pour un féminisme universel et est à paraître Marceline, fragment d'une vie sans récit, en février 2026. La dernière intervenante, Clarisse Feltin, est d'une génération plus proche de la mienne et n'a pas participé au mouvement, mais a un lien au féminisme qu'elle aura envie certainement d'expliciter, et un lien à Cathy, qui est un lien autre et personnel. Elle est réalisatrice, journaliste d'investigation. Elle a à son actif plus d'une dizaine de titres de reportages. Et elle nous dira, de manière personnelle, je pense, comment elle a connu Cathy et ce qui a provoqué cette interaction avec elle. Pour jouer au faire le mouvement de libération des femmes, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre les mots. Mouvement signifie qu'il ne faut pas s'arrêter, ni aux querelles, ni aux obstacles, ni aux alternatives pourries, ni aux choix obligatoires. Mouvement signifie la vie et la politique, la lutte des femmes et la lutte des classes. Les trotskistes, à cette époque, avaient une fâcheuse tendance à insister pour que l'on privilégie l'une plutôt que l'autre. Mouvement signifie pas de chef, pas de carte, pas de délégué, pas de remise, pas de fondé de pouvoir, pas de porte-parole ni de porte-drapeau, ni de drapeau d'ailleurs, aucun, si possible ou alors le moins possible, des oripeaux de la vieille démocratie mâle, et pour ce qui nous concerne ici en France, capitaliste. Libération
signifie que personne ne s'autorise à prendre le pouvoir sur les autres, mais seulement sur elle-même, s'il le faut avec l'aide de ses sœurs, d'où le pluriel des femmes. Car des femmes signifie non pas la femme, non pas une femme, mais plusieurs, et pas une SARL, société à responsabilité limitée, non plus, car des femmes signifie que la responsabilité illimitée de chacune appartient à chacune et lui revient de droit, qu'on ne délègue pas sa parole ni sa lutte. Et des femmes devrait signifier que nous sommes ensemble et que pour nous entendre, il faut prêter l'oreille à toutes les voix, ou du moins au plus grand nombre d'entre elles. Cette règle du jeu n'était de plus écrite nulle part en entier. Impossible de consulter les tables de la loi et les textes sacrés, d'en appeler à l'arbitrage d'un Salomon femelle pour se départager. En cas de litige, il fallait se débrouiller seul avec les opinions contraires, trouver des réponses qui conviennent d'abord à soi, ensuite à d'autres. On pouvait alors réunir celles qui se reconnaissaient dans le point de vue qu'on avait exprimé et prolonger avec elles la discussion, les laisser enrichir le débat chacune à sa manière, au risque parfois d'avoir à supporter de se retrouver hors jeu, tandis que votre idée première courait toujours de l'une à l'autre. Tous les textes parus à ce moment-là dans le mouvement donnent une idée du chaos et de la richesse de pensée qu'engendrait une telle pratique. Mais on y voit aussi que très vite, les choses ne se passèrent pas aussi librement que l'exigeait l'esprit du jeu. Et si, 10 ans plus tard, je vous récite ma leçon de libération comme si vous veniez d'une autre planète, et que vous ne puissiez rien comprendre à celle des femmes sans m'avoir écouté, c'est qu'à ce jeu, où j'avais misé ma vie, et dont les règles avaient été découvertes collectivement, certaines se sont mises à tricher. On va écouter Annette Lévy-Villard. C'était une journée glaciale de février 1971, quand nous n'étions encore qu'un tout petit mouvement de libération des femmes en France, ou MLF, nom qui n'avait jamais été déposé et a pu être piqué plus tard par une secte. Nous étions un petit groupe de copines plutôt que des militantes encartées, mais Cathy était une historique dans cette histoire. Elle avait participé au début de cette renaissance du féminisme en France, quelques mois plus tôt, le 26 août 1970, quand, avec 8 autres, dont Christiane Rochefort, Monique Wittig, Suzanne Fenn, Christine Delphi, Julie Dassin, Anne Zelaski et Manuel de Lesseps, était allée déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu, parce que, disait-elle, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Elle n'avait pas vraiment réussi à mettre la gerbe sur la tombe parce qu'elle avait été arrêtée assez violemment par la police. Et puis, en ce jour de février 71, on tombe sur la une d'un quotidien, François, je pense, qui affiche en pleine page des femmes hilares qui s'enferment dans leur usine avec de grosses chaînes. Elles ont mis les hommes dehors. Ils ne voulaient pas faire grève. Alors, ces ouvrières d'une usine de bonneterie de Troyes, en Champagne, décident de faire la grève toutes seules. On en rêvait. Enfin, la fameuse classe ouvrière se rebelle et on comprend qu'il est temps que les femmes prennent les choses en main. On décide d'y aller, d'apporter le soutien de ce nouveau MLF. Cathy en première ligne avec Suzanne Fenn, Catherine Dedon, quelques autres. On a des voitures, on est révolutionnaire, mais pas à la pointe du progrès technologique. C'est donc un ami, un cinéaste américain, Ned Burgess, qui propose de tester une nouvelle merveille qui débarque en France, la caméra vidéo, qui sous forme de cassette peut montrer un film dans une autre nouveauté, le magnétoscope. Cela fait beaucoup de nouveautés. Les femmes ouvrières qui découvrent le bonheur d'être ensemble dans l'action, renvoyant les hommes à la cuisine et aux enfants, nous, intellectuelles parisiennes, qui sommes en admiration devant le courage et l'intelligence de ces femmes d'une usine de textile à Troyes, ces femmes qui comprennent plus vite que nous l'enjeu symbolique de cette lutte, mais sont, à notre différence, sans illusion sur son issue et le rapport de force. On rentre changé de ces semaines à Troyes.
convaincue de l'avenir d'un mouvement des femmes. Ned a réalisé avec sa caméra une vidéo, un vrai documentaire, qui jouera un rôle d'étincelle dans cette année 71. Avec Cathy et quelques autres copines, on fera le tour de France en organisant des réunions de femmes autour de la projection du film, suivi de débats, de discussions passionnantes sur ce nouveau mouvement. Cela s'appelait Grève des femmes à Troyes. On pourrait le renommer Année 71, naissance du MLF. La belle sororité des ouvrières et de nous militantes du MLF s'écrase encore devant le mur de la réalité. Les ouvrières perdront la bataille quand les hommes reprendront le travail dans l'usine, brisant leur grève. Et moi, qui rentre à la maison à Paris pour découvrir que mon compagnon a quitté notre appartement avec une autre, en plus une sister, une camarade du mouvement. Effondrée, je suis désespérée et parle de suicide. C'est là que Cathy joue encore un rôle historique. Pas dans la grande histoire cette fois, dans la petite, la mienne. Cathy, théâtrale, sait frapper fort. Elle me dit, si tu te suicides, je te jure que j'irai écrire sur ta tombe, elle s'est tuée pour un con. J'arrête de pleurer. C'était une vraie amie. Je disparais aux États-Unis pendant plusieurs années pour voir ce qui se passe dans cette contre-culture si excitante. Et je reviens avec quelques livres parlés en anglais, indispensables mais pas traduits. Doris Lessing, Dorothy Parker et Emma Goldman. Refus des éditeurs français, sauf François Sibiel, éditeur chez Hachette Littérature, qui se passionne pour les mémoires d'Emma Goldman, mais nous demande à Cathy et à moi de réduire les milliers de pages des 2 volumes de sa biographie, Living My Life, pour publier la biographie en un seul volume en français. Couper, réécrire, ce sera une trahison. Mais c'était la condition pour que le public français lise celle qui, pour Cathy et moi, était notre arrière-arrière-grand-mère spirituelle. Juive russe, anarchiste américaine, expulsée vers la Russie soviétique, en exil en France, Emma, comme nous disions Cathy et moi, se trompait souvent, mais avait de l'avance sur tout le monde. Et elle le payait cher, en coups, en expulsion, en prison. Elle défendait l'amour libre et ressortait couverte de goudron et de plumes, comme dans Lucky Luke, jetée par les habitants des petites îles américaines quand elle venait expliquer la contraception et l'avortement en cette fin du XIXe siècle, dans l'Amérique du puritanisme. Elle était régulièrement arrêtée et jetée en prison pour appel à la révolte et à la résistance violente à l'exploitation dans les usines. Elle n'avait pas prévu, certes, que la révolution bolchevique serait, comme l'avait pourtant annoncé Lénine, une véritable dictature du prolétariat, ou plutôt de son parti bolchevique. Elle doit s'enfuir de Russie avec son compagnon Sacha Bergman et d'autres leaders anarchistes. Mais elle a compris, elle, en une année, le désastre de cette révolution. Elle tentera, jusqu'à sa mort, d'expliquer sans cesse la réalité du communisme et de l'URSS sans qu'on veuille l'entendre. Elle sera, Emma Larouge, sera redécouverte en Amérique dans les années 70, puis traduite dans toutes les langues, devenue héroïne de films hollywoodiens, dorénavant un symbole moderne de ce que pourrait être une révolution. Nous avons fabriqué en France des t-shirts avec sa fameuse déclaration « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas de votre révolution. If I can't dance, I don't want to be in your revolution. » Cela reste toujours une vraie ligne de démarcation politique. Et Cathy et moi, dans notre vie et dans nos engagements, avons fidèlement suivi les conseils de notre arrière-arrière-grand-mère que nous aurions beaucoup aimé. À bientôt. J'attends un peu. Ce film est à disposition sur demande aux archives audiovisuelles Simone de Beauvoir. Il suffit d'écrire pour pouvoir le consulter.
Ce que je dirais pour faire lien, puisque Annette Lévy-Villard n'est pas là, c'est que je crois qu'on a entendu à travers la lecture d'Orit Mizrahi et à travers le témoignage ici d'Annette Lévy-Villard, l'épisode du dépôt du sigle MLF et la scission et les ressentis de trahison, de tricherie, écrit Cathy, que cela a occasionné et qui structure d'une certaine manière l'histoire du mouvement. Ce qu'on entend aussi à travers ce témoignage d'Annette Lévy-Villard, c'est le lien entre féminisme de l'époque, mouvement des femmes, et lutte des ouvrières, qui est une question sur laquelle on pourra peut-être revenir. Troisième élément qui me semble important, le rire MLF, qu'on a essayé peut-être de passer à travers cette demi-journée et qu'on entend très clairement là chez Annette Lévy-Villard, et le rire qui provoque quelque chose de très fort, qui n'est pas seulement de l'ordre de l'amusement, mais bien de la contestation. Et enfin, ce mouvement international, ses liens et ses traductions, qui ont fait l'internationalité, pas seulement avec les espaces anglophones, et sur lesquels on pourra revenir. Mais je cède tout de suite la parole à Liliane Candel, qui nous parlera librement, ou pas, des femmes sans tête, du sexisme ordinaire des temps modernes, c'est-à-dire avec Simone de Beauvoir. Bon, alors, c'est-à-dire que mon premier souvenir de Cathy Bernheim coïncide avec la première assemblée générale où je me suis aventurée aux Beaux-Arts à la fin de l'automne 1970, où il s'était déjà passé une invraisemblable quantité de choses, pas seulement l'Arc de Triomphe, pas seulement Vincennes, pas seulement la Petite Roquette, enfin, autour de moi on ne parlait que du MLF. Un jour, je prends mon courage à deux mains, une de mes amies sous mon bras, et nous voilà aux Beaux-Arts, dans une atmosphère enfumée qu'on n'y voyait quasi rien, qu'on n'entendait rien parce que tout le monde parlait en même temps, que de temps en temps on disait bon, rendez-vous, mais on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas où. À un moment donné, il y en a une qu'on entend un peu plus qui dit écoutez, on avait un ordre du jour, c'était pour parler de l'article qui venait de paraître dans le numéro spécial de Partisan. Libération des femmes année zéro. L'article, c'était l'article devenu classique de Christine Delphi, l'ennemi principal. Oui, mais Christine Delphi disait, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas en parler, là, le numéro est épuisé, il faut attendre. Et là, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit, il ne faut pas attendre, Christine, parce que ton texte est bien, mais il est absolument insuffisant, il est encore beaucoup trop marxiste, il faudrait parler de sexualité. Je dénonce Anne Kerrien. Voilà. Et le bruit a continué jusqu'au moment où une personne que je ne connaissais pas du tout, vêtue d'un blouson assez improbable, je dois dire, est montée sur une table et a dit, écoutez, je n'ai pas beaucoup de voix, mais vous allez m'écouter quand même. Et au miracle, tout le monde a écouté ce que Cathy Bernheim avait à dire. Je dois dire que je ne me souviens pas du tout de ce qu'elle a dit, mais je me souviens de cette apparition qui a réussi à faire taire une AG pleine à craquer et enfumée à un point pas possible. Bon, donc là, merci Audrey. Sur moi, cette AG a eu un effet absolument surprenant. C'est que pendant toute la semaine qui a suivi et où j'attendais l'AG suivante, je voyais mon ami qui travaillait dans le même labo que moi, on se voyait, on éclatait de rire en disant « c'est pas croyable, elles s'imaginent quand même pas qu'elles vont faire la révolution comme ça, en fumant et en parlant tout dans le même sens ». Et on n'arrêtait pas de rigoler, d'un rire qui était totalement libérateur, stupéfait, libérateur. Et évidemment, on s'est pointé à l'AG suivante,
et à la suivante encore, et ensuite aux réunions qui se tenaient à la sortie au café ou chez les unes et chez les autres. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai commencé à fréquenter Katy Bernheim, qui continuait à se faire entendre quand il était nécessaire. Voilà, donc ça c'est mon premier souvenir de Katy, c'est le fait que j'ai rarement autant ri, autant été guéri par le rire que dans l'âge où je l'ai vu. Bon, après, le mouvement a continué, vous savez, il y a eu une réunion, un certain nombre de nos amis, dont quelques-unes ici présentes, ont décidé d'aller contester un meeting d'extrême gauche à la mutualité contre la censure, pour prouver que ces militants qui étaient soi-disant contre la censure étaient eux-mêmes des censeurs, et pour le prouver, elles avaient décidé de se mettre en vue. Katy soutenait totalement le mouvement. Elle disait « Je ne suis pas sûre d'être la meilleure porte-enseigne », mais elle était dehors, et je dois dire qu'il y a au moins une personne présente à cet âge qui était assez extraordinaire. Elles n'ont pas été nues très longtemps, on a immédiatement venu cacher leur discours en acte. En particulier, Christine Fauré, ici présente, faisait partie des perturbateurs. Bon, donc, le mouvement continue, il y a les journées de dénonciation des crimes contre les femmes, la grève des femmes, tout ça marche. On parle énormément du mouvement, ou plutôt, les médias parlent énormément du mouvement, tout le monde parle du MLF, mais pas le MLF. Ce qui fait qu'un jour, on en a eu assez, et on s'est dit, non, mais peut-être qu'on pourrait essayer de s'exprimer nous aussi. Il y avait eu le Torchon Brûle, bien sûr. Il y avait d'autres publications. Mais enfin, il y en a une qui dit, écoutez, on était dans le groupe de Simone de Beauvoir à la mutualité sur l'avortement. Il faudrait peut-être aller la voir et lui demander si on ne pourrait pas publier quelques textes dans sa célèbre revue Les Temps modernes. Donc on s'est retrouvés à 5 ou 6, je crois, au café, horriblement intimidés, en disant, bon, alors, qui est-ce qui va ouvrir? Bon, toi, tu connais un peu Beauvoir, tu peux lui parler. Bon, on va voir Simone de Beauvoir pour lui demander la possibilité d'avoir quelques pages, 1 ou 2 articles dans les Temps modernes. Et on se retrouve au café à la sortie. Je pense que Dominique Fougerolas était là aussi, un peu accablé par la réception qu'on avait eue, parce qu'on était chargé de faire un numéro spécial des Temps modernes. C'est celui que vous avez vu, Les femmes sans tête. Il a été fait en 6 mois, ce qui est... Je ne comprends toujours pas comment on l'a fait. Et une rubrique régulière qui s'appellerait, on a beaucoup réfléchi sur le titre, finalement elle s'est appelée Les Temps modernes. Non, c'est extraordinaire. Pardon. Publié dans Les Temps modernes. C'était Les Temps modernes aussi. Et donc cette rubrique, elle a extrêmement bien commencé avec la première qui était vraiment juste un amas de textes glanés à droite et à gauche, tous plus machistes les uns que les autres, mais on ne peut pas dire qu'on allait très très loin. On a eu droit à une demi-page absolument enthousiaste du chargé des revues dans Le Monde, lequel journal ne parlait plus des Temps modernes depuis des années et des années à la suite d'une brouille, je ne sais pas bien laquelle. Et donc, le titulaire de cette rubrique, qui s'appelait M. Yves Floren, et dont j'ai découvert par la suite que c'était quelqu'un d'assez bien, mais on ne le savait pas, a continué comme ça à nous encenser pendant quelques mois, jusqu'au jour où quelque chose ne lui a pas vraiment plu. C'était un texte de Katy Bernheim, très beau texte, qui s'appelle Scum ou l'écume inconnue et qui a beaucoup circulé depuis. Et dans ce texte, Katy avait écrit notamment, guillemets,
Lorsqu'ils liront Scum, les hommes sentiront quelle vipère ils ont échauffé dans leur sein. Horrifiés, ils se tourneront vers la douce, l'innocente qui est à leur côté, née de leur côte, et découvriront en elle le monstre qui sommeille. Ils demanderont sans y croire, est-il vrai que vous souhaitez un monde où nous ne serions pas ? Nous leur répondrons, femmes, mes sœurs, que nous ne souhaitons pas un tel monde, nous le préparons. Ça a été la fin de l'histoire d'amour du monde et du sexisme ordinaire. Réaction, sexisme serait faible, c'est du sexicide. Tout cela, comme on voit, est parfaitement horrible, terrible, tragique. Et continuer en disant, puisque c'est comme ça, ça ne serait plus la peine que je parle d'elle. Voilà, donc ça nous a gravement perturbés. Et on a fait Annie de Kecker, je crois, ou Catherine Dodon. Annie de Kecker a fait un texte qui s'appelait « Ouf, enfin seul », qui nous a permis de continuer encore dans les années suivantes. Alors, je vais quand même vous dire comment Claire Etcherelli, sans qui on n'aurait sûrement pas pu tenir la rubrique, qui a été un soutien constant, sévère, mais amical, racontait notre arrivée. Dans les années 70, Beauvoir projetait de donner une part des publications aux femmes féministes. J'ai eu un jour dans mon bureau 2 femmes, l'une habillée à la mode du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire une mode un peu pakistanaise, et une autre aux cheveux bouclés, c'est Cathy, qui m'ont apporté un texte de petites bombes qu'on allait publier dans le numéro suivant. Elles ont ainsi inauguré une chronique qui s'est poursuivie pendant 10 ans, le sexisme ordinaire. C'était chaque fois le moment joyeux de mon travail, quand je recevais la chronique et la lisais. En parallèle a eu lieu le projet du livre « Les femmes sans tête ». Simone de Beauvoir appréciait particulièrement le côté explosif de ces textes qui faisait sauter les convenances et les idées reçues, tout particulièrement un texte qui s'attaquait à la psychanalyse, à la conversation. C'était très drôle, percutant et efficace. Et moi, j'ai découvert ce texte très très tard. Je dois dire qu'il m'a énormément touchée. Bon. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Et Cathy était parmi nous. D'abord, c'était la seule qui avait déjà écrit et qui se vivait comme écrivain. La plupart d'entre nous avaient graffité peut-être des affiches ou manifesté. Moi, j'avais fait 1 ou 2 articles très ennuyeux qui n'avaient rien à voir. Mais elle avait une capacité à dénouer les conflits. Il y a eu un conflit très très dur pour les femmes sans tête d'un groupe d'amis du mouvement qui nous a apporté un pavé, probablement 70 pages, sur la maternité, où elle parlait de la maternité. Ça a été un conflit terrible entre celles qui disaient c'est pas possible ces textes, elles n'ont qu'à les donner à une revue féminine, Marie-Claire sera ravie de les publier. Position hard, un peu de Christine Delphi. Et celle de Cathy qui disait, écoutez, on n'a aucune raison de refuser des textes de femmes du mouvement. On peut être d'accord ou non, mais on va les publier, et ils ont été publiés. On a tenu comme ça pendant 10 ans. On était très 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 nombreux au début. Après on s'est retrouvés en fait à 4 ou 5 essentiellement, Cathy Bernheim, moi, Catherine Dodon, Annie de Kecker, et d'autres qui passaient, qui repartaient, mais c'était essentiellement nous 4. Et on a
continué assez joyeusement à regarder le monde autour de nous jusqu'en 1979. Bon, j'en ai beaucoup parlé ailleurs, c'est l'annus horribilis, pas seulement du mouvement, mais il y a eu des tas d'articles et de livres depuis. 1979, ça a été vraiment un tournant mondial. Je rappelle que ça a été simplement, et pour nous toutes, ça a été « Ah, c'est pas possible !» le retour de Khomeini à Téhéran et le fait que 3 semaines après son retour, donc à la veille du 8 mars, il avait annoncé qu'il fallait que les femmes fonctionnaires, à l'époque, il s'en tenait seulement à elles, allaient être obligées de se couvrir à nouveau. Donc, Martine, qui est allée sur place s'enquérir de ce qui se passait, peut dire à quel point ça a été un choc pour la plupart d'entre nous. Il y a eu d'autres événements, il y a eu la mort de Pierre Goldman. Enfin, et à la fin de l'année, le dépôt du sigle MLF par un groupe de mouvement appelé Psychanalyse et Politique. Dépôt en association 1901 d'abord, en marque commerciale après. Ça a suscité le très beau texte de Cathy Corrit a lu tout à l'heure, et ça a été un deuxième choc, et d'une certaine façon, la mort de ce qu'a fait vraiment le mouvement de plus novateur et de plus efficace. Bon, la rubrique a continué pendant quelques temps, jusqu'en 81, mais le cœur n'y était plus tellement. Et on a fini par rendre nos clés et nos textes à Simone de Beauvoir et notre torchon qui n'avait toujours pas fini de brûler. Et voilà. Merci beaucoup pour... c'est assez formidable. Je pense que voilà. Je propose qu'on entende les intervenants pour pouvoir réserver un temps de parole à la fin et d'échange. Voilà. Je passe tout de suite la parole à Martine Storti. Il y a un micro devant elle. Est-ce que le micro fonctionne? Ah, tout à l'heure, il marche. Moi, j'étais chargée de parler des 40 ans, donc nous franchissons les années, de la célébration des 40 ans du MLF, c'est-à-dire qui remonte hélas déjà à 15 ans, donc maintenant on est à 55 ans, les 60 ans on verra, mais avant, je voudrais dire quelque chose, rappeler à propos de Cathy, un texte, un entretien que j'ai fait avec elle en 1978 dans Libération. En 1978, Libé décide de célébrer les 10 ans du MLF, non pas du MLF, les 10 ans de mai 68, et je suis chargée on me demande de choisir une féministe du MLF qui aurait aussi participé à mai 68 et si elle était d'accord pour faire un entretien. Et j'ai choisi Cathy. Parmi toutes les féministes que je connaissais, j'aurais pu m'auto-interviewer aussi, parce que j'étais en 68 à Sorbonne. Mais j'ai choisi Cathy, et j'ai choisi Cathy pour toutes les raisons que tu as dit au début. C'est-à-dire que quelqu'un une femme qui était féministe, qui était dans le MLF, mais qui était éloignée du dogmatisme, de la ligne juste, ou de vilipender celle qui pouvait s'éloigner d'un centimètre ou d'un millimètre même de la ligne juste. Et quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, quelqu'un qui était dans la distance aussi par rapport justement au catéchisme et au dogmatisme. Et donc on a fait ce très long entretien, c'est une double page dans le Libé de l'époque. Je ne vais évidemment pas tout citer parce que ça serait trop long, mais quelques phrases quand elle parle du mouvement. Probablement, je lui demande qu'est-ce que ça lui a apporté le mouvement. Elle dit le mouvement, j'ai aussi appris que les réalités pouvaient être beaucoup plus complexes
Alors, elle a parlé avant, il y a tout un entretien sur les considérations sur mai 68, je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Christine. Mais quand on passe au mouvement, elle dit j'ai appris par le mouvement que les réalités pouvaient être beaucoup plus complexes que ce que j'avais cru jusque-là. Elle dit par exemple, on peut être lesbienne et devoir avorter. Elle dit jusque-là, je ne pensais pas qu'on pouvait, lesbienne et avortement, ça pouvait se combiner quelquefois. Ou bien, elle dit, on pouvait être lesbienne et être violée. Et elle dit, j'ai été violée. Je ne savais pas que c'était un viol, d'ailleurs. Aujourd'hui, je le nomme viol, mais je ne savais... À l'époque, voilà, c'est un type qui m'a baisé comme ça, en me prenant en stop. Et elle dit donc cette complexité du réel. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, la complexité, parce que c'est ma ligne de... Je dis, les féministes doivent s'emparer de la complexité. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais aussi simples que tous les dogmatiques et tous les catéchismes voudraient nous le faire croire. Et elle ajoute, et qu'est-ce que m'a apporté le mouvement aussi? Il a élargi mon champ de possibilités. Le mouvement, comme la libération, c'est pouvoir faire des choses. Son champ de possibilités, elle dit, j'écris, je dessine, je fais de la photo, je fais de la vidéo. Et donc cet entretien que j'ai mis dans le bouquin que j'ai publié au moment des 10 ans, Je suis une femme, pourquoi pas vous, qui reprend une partie des articles que j'avais fait dans Libé à l'époque. J'ai mis cet entretien parce que je crois qu'il est tout à fait très beau. C'est un beau texte d'abord et très intéressant. Alors, j'en viens aux 40 ans. Les 40 ans, on pourrait dire, est-ce qu'il y aurait eu les 40 ans sans Cathy? Je crois, peut-être, mais en tous les cas avec Cathy, parce que comme elle était très très impliquée dans ce qu'a été la préparation et la réalisation de cet anniversaire qu'on a décidé précisément pour contrer une réécriture de l'histoire qui expliquait via Antoinette Fouque et autres que tout ça avait commencé à l'automne 68 et que donc tout avait été créé, fondé par une ou deux personnes. Il y avait l'idée de dire non, c'est pas ça l'histoire, et on va non seulement dire notre vision de l'histoire, mais aussi être dans la transmission. Alors, je ne vais pas raconter tout ce que Cathy ce à quoi elle a participé, tout ce qu'elle a pu faire au cours de cette préparation, parce que la préparation des 40 ans de 2010 a duré plus d'1 an. Hein, ça a commencé à l'automne 2008, et peut-être même un tout petit peu avant. Il y a eu énormément de choses faites. Toute la préparation des dossiers, toutes les demandes de subventions, toutes les interventions médiatiques de Cathy, la reparution de son livre Perturbation majeure, la participation au livre Les textes premiers, auxquels Françoise, Liliane et Nadia participent aussi, sa participation notamment avec énormément de photos au livre Les slogans féministes. Mais ça a été une continuité, en particulier tout au long de l'année 2009, de réunions qui se tenaient là où que moi je désignais comme le domicile de Cathy et de Michel. Et il y avait toutes les réunions dans le bureau d'architecte de Cathy, rue des Ricollets. Alors, elle a fait énormément de choses, mais ce que je voudrais essayer, c'est de donner des petits exemples de Cathy, concrètement, pendant ces 18 mois de préparation de ce qu'a été l'année 2010. Et je le fais, il se trouve que j'ai gardé, pas tous, mais une partie des mails échangés à l'époque, soit des mails que Cathy m'envoyait à moi uniquement, ou bien des mails envoyés à plusieurs personnes en même temps. Beaucoup sont ici. C'est aussi bien des mails destinés à Liliane Candel, à Monique Dantal, à Catherine Dedon, à Françoise Pic, je pourrais citer plein d'autres noms, ou bien les mails sur le Google Group, puisqu'il y avait un fil un groupe Google auquel beaucoup de filles, de femmes ont participé. Et
D'ailleurs, tous ces mails, à travers tous ces mails que j'ai relus, et dont certains sont de Cathy, mais pas tous, évidemment, il y en a plein d'autres, il y a 15 ans, on avait, j'espère que nous l'avons encore d'ailleurs, mais ces mails montrent une énergie, un dynamisme, une inventivité, des projets qui arrivaient les uns après les autres. Alors, évidemment, on n'a pas tout fait, on n'a pas réalisé tout ce qui avait été envisagé fin 2008 ou début 2009, mais on en a fait beaucoup. Et il y a cette idée d'être... Au fond, c'est un certain nombre de femmes aussi qui s'étaient un peu perdues de vue pour certaines, qui se retrouvent, qui sont plus très jeunes, mais quand même encore assez jeunes pour avoir une énergie et une intelligence assez réjouissante, et on sent un plaisir d'être ensemble, de se retrouver. En même temps, ça n'exclut pas ni les désaccords, ni les engueulades, parfois assez vives. Alors, quelques mails de Cathy. Le premier, moi, la première réunion à laquelle je participe, elle se situe en octobre 2008. C'est une réunion qui s'est tenue à la Maison des Femmes. Je ne sais pas qui m'avait informé. En tous les cas, c'est pas Cathy. C'est ni Cathy ni Michel. Je ne sais pas qui c'est. Et le lendemain de cette réunion, je reçois un mail de Cathy qui me dit « Martine, j'ai grand plaisir à te revoir ». Donc ça veut dire que ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas vu. Et, pardon de le dire comme ça, mais elle dit « On s'est dit avec Michel qu'heureusement que tu étais là pour contrebalancer le train à petite vitesse des militantes et qu'avec toi au moins il y aurait aussi des chansons ». Parce que j'avais dû dire que ce serait bien qu'à l'occasion des 40 ans, on ressorte un certain nombre de chansons. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'après, j'ai fait le truc chanson du MLF. Et elle ajoute, pour répondre à tes questions, donc je devais lui poser des questions, je ne sais plus lesquelles, parce que je n'ai pas retrouvé mes propres mails, tu trouveras sur ce message mon adresse mail, qui est à la fois mon adresse perso-perso, et celle où envoyer tout ce qui concerne le blog. Sauf que si tu veux passer par la case commentaire du blog, auquel cas, je crois... Ça garde le statut de commentaire, mais il faut vérifier parce qu'en fait, je n'y connais rien à ce fonctionnement du blog et des adresses. Et à l'époque, souvenez-vous, elle signait Cathy alias 4Y alias YITAC.b. C'est formidable, le progrès, ajoute-t-elle. Ça, c'est le premier mail. Ensuite, il y a un compte-rendu qui est fait par Claudie Lisselier, de l'intervention des unes et des autres dans le cadre de cette réunion, et notamment une intervention de Cathy. Et Cathy dit, en tous les cas, je pense que Claudie Lisselier rappelle justement ses propos. Cathy dit, on a fait le bloc rebelle, donc le bloc existait déjà, je pense qu'il remonte... Michel me dit en septembre ou octobre 2008. Le blog, on veut être visible dans la vie. Dans la vie. C'est l'idée principale. Que ce soit festif, être une femme qui veut se libérer. On veut que cela apparaisse. Insister sur la créativité. Donc vous voyez toujours, 40 ans après, ou 35 ans après, cette continuité. Insister sur la créativité, photographe, plasticienne, cinéaste. On va être attentive à l'apparence, on pense à un festival. Alors déjà, il y avait l'idée aussi d'un festival qui aura lieu, important politiquement, d'avoir un point d'ancrage, que ce soit large, un lieu, un quartier avec expo, fête, sur une semaine d'agitation, une fête au Bataclan. La fête, comme vous le savez, n'aura pas lieu au Bataclan, mais aura lieu le 6 juin 2010 à la Flèche d'Or. Bon, moi j'étais chargée à la suite de cette réunion de faire un texte de présentation de ce que ça allait être les 40 ans. Je fais ce texte, Cathy le trouve bien, mais peu importe, mais elle ajoute. Là, c'est un mail du 26 novembre 2008. Elle dit, à ton texte, petit grain de sel perso, juste à la fin, pour continuer ta dernière phrase, j'écrirai bien. Des cris et de paroles qui s'envolèrent, pour aller fructifier dans le cœur de chacune et de toutes. C'est tout. Ça fait un peu hugolesque.
Mais je suis inspirée par ce que j'ai lu de lui ce matin lors de mon petit-déj, Victor Hugo. Aimer, c'est agir. Chose vue, 19 mai 1983. Donc voilà Cathy qui, dans un mail autour d'un texte, etc., parle de choses vues. 19 mai 1983, non, c'est 1883. J'ai une faute de frappe. Parle de choses vues, parle de Victor Hugo. Alors ensuite, on crée l'association. L'association est créée fin 2009, et là, on a fait fort, parce que dans l'association, dans le bureau de l'association, Cathy est trésorière. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ça ne correspondait pas du tout, évidemment, à ce qu'était Cathy. D'ailleurs, tout le long des 40 ans, à chaque fois qu'il était question d'argent, elle disait, ou même d'un chèque, je n'y connais rien, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, il faut faire un chèque, mais pourquoi? Mais combien ça coûte ça? Ah bon, ça c'est vachement cher. Non, ça ne va pas. Heureusement, elle avait une trésorière adjointe qui était capable de ne mépriser pas, n'est-ce pas, de tous ces enjeux financiers, et évidemment la trésorière adjointe était Michel Revel. Alors, comme j'ai moins de temps que ce qui était prévu, je vais passer à d'autres belles. Alors, j'avais fait, par rapport à un projet que j'avais présenté, mais peu importe, qui ne s'est pas fait, qui était 40 ans, 40 femmes, 40 pays, 40 projets, elle dit, je suis pour qu'on fonce sur tout ce qui a l'air faisable, mais pas dans quel cadre ça peut se faire. Mais vraiment, c'est le premier projet extra-hexagonal qui me plaise vraiment. Oui, il faut faire de l'international, il faut sortir, il faut toujours la mélange de littérature, d'articulation avec les autres, de refus d'être uniquement sur un projet unilatéral. Ensuite, il y aura le film pour FR3 avec Josiane Simonski. Et les choses comme avancent. On est en octobre 2009. Les choses avancent, mais le boulot, qui c'est qui le fait? Et là, c'est quand même extraordinaire, parce que je retrouvais un mail que j'ai écrit à Cathy et à Michel, où je dis, vous tapez toutes les deux la plus grande part du boulot, c'est pas normal. Moi, je donne un petit coup de main, je donne un petit coup de main, mais c'est pas normal que deux personnes se tapent tout le boulot. Donc, il faut bien voir que le rôle de Cathy dans cette affaire des 40 ans n'a pas seulement été d'amener de la littérature, d'amener de la diversité, d'amener du refus du dogmatisme, d'être dans la pluralité. Il a été aussi un rôle organisationnel, au jour le jour, extrêmement important, évidemment avec Michel, mais Cathy aussi a tenu sa place. Octobre 2008, j'en étais octobre 2008, pardon, octobre 2008 arrive, malheureusement, beaucoup ici s'en souviennent, c'est la mort de Carole Roussopoulos, qui intervient juste à ce moment-là. Et Cathy envoie au Google Group le mail suivant. Toujours c'est la même chose. Il me semble, dit-elle, écrit-elle, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'avis d'un quelconque comité pour se cotiser et envoyer un bouquin ou un signe collectif à la famille de Carole, que certaines d'entre nous ont connu plus ou moins au fil des ans. Voici leur adresse, et elle donne l'adresse qui a été publiée qui a été donnée dans le faire-part publié dans Libération. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'avis d'un quelconque comité. Et ça a été toujours, je trouve, le mode de fonctionnement depuis le début du mouvement, d'après ce que j'entends aussi par les unes et par les autres. De même, elle dira, à propos d'une réunion dont on doute qu'elle ait lieu, elle dit mais non, cette réunion, elle aura lieu. Cette réunion, elle aura lieu. Et si on n'a pas besoin de motivation, je suggère qu'on la commence par une minute de méditation, cette réunion, et je suggère qu'on la dédie à la femme inconnue de monsieur ou madame Test. Pourquoi ?
Parce que Paul Valéry écrit dans Monsieur Test, il était l'être absorbé dans sa variation, celui qui se livre entier à la discipline effrayante de l'esprit libre. Celui qui se livre entier à la discipline effrayante de l'esprit libre et qui fait tuer ses joies par ses joies, la plus faible par la plus forte, la plus douce, celle de l'instant et de l'heure commencée. Ne passons pas la soirée avec Monsieur Test, conclut-elle, et faisons cette réunion. Voilà. Donc c'est toute une série, de textos, et l'année 2010 commencera. Il y aura un certain nombre de choses, la conférence de presse, sur laquelle, à la préparation de laquelle elle a beaucoup participé. Il y aura toutes les réunions qu'on a faites, toutes les initiatives que je ne vais pas détailler ici. Et puis à un moment, il y a, je ne sais plus pourquoi, j'ai un mail du 12 mai 2010 où il a dû être un débat sur le fait que Psychepo numérisait à l'occasion des 40 ans qu'elle critiquait, mais en même temps qu'elle profitait de l'occasion pour les célébrer. Donc il y a un débat parce que certaines d'entre nous doivent déplorer l'apparition par Psychepo de la numérisation des numéros du Torchon Brûle, qu'a-t-il écrit le 12 mai 2010. Bon, je sens qu'il y a des désœuvrés parmi vous à ressortir ces vieilles histoires. Un petit coup de main pour distribuer des flyers serait bienvenu. On en apporte mardi. Et quoi d'autre? Du pain, du vin, du fromage, des idées plus neuves. En attendant, bon week-end. Donc là aussi, les débats sur le passé, peut-être que c'est pas la peine de s'y attarder. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je dois le dire, mais peu importe. Ensuite, il y a la préparation du 26 août. Le 26 août 2010, c'était de célébrer les 26 août des 40 ans, justement, de 1970. Et elle écrit la chose suivante. C'est un texte assez long, mais je crois qu'il est intéressant de le lire. Après de nombreux mois de rencontres, de discussions, d'actions autour des 40 ans du mouvement, il était devenu évident que certaines luttes avaient pris, au contact des nouveaux enjeux, une autre tournure. Ainsi, il devient encore plus important de souligner que les droits de l'homme, dont nous parlons dans nos sociétés démocratiques, ne concerneront l'humanité dans son ensemble que lorsque la libération des femmes, toute leur libération, sera prise en compte au même titre que celle des hommes. Rappelez que le mot fraternité qui nous anime dans ces luttes doit trouver en chacun et chacune son équivalent de sororité. Ce message, nous voulions le souligner quand nous avons intitulé la fête de la Flèche d'Or, fête de la liberté, égalité, sororité. Il faut maintenant enfoncer le clou et le marteler. On a pensé à retourner à l'Arc de Triomphe pour rappeler à tous que la libération des femmes avait éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel tranquille d'un matin d'août 1970. Mais comme nous sommes allés en repérage, il a bien fallu reconnaître que ce haut lieu touristique n'a plus grand-chose à voir avec une quelconque libération. L'Arc de Triomphe est devenu un monument visité par des foules canalisées dans un tunnel, encadré, filmé, surveillé, qui filme et photographie le point de vue sur Paris et la perspective des Champs-Élysées sans aucune mémoire de rien. Le passé, il a fini par disparaître dans les replis de l'histoire, comme les corps de la plupart des anciens combattants dans leurs drapeaux. Mais l'esplanade du Trocadéro, dite parvis des droits de l'homme, a pris sa place dans le cortège des lieux symboliques. On y réclame la libération des prisonniers politiques, on y allume des bougies, on y organise des rassemblements pour telle ou telle cause. C'est là que nous irons manifester par notre présence que la libération des femmes reste une idée forte et vivace. Et beaucoup sans doute ont vu, elle est sur Internet, elle n'est pas ici, mais cette très belle image de Cathy brandissant la banderole, donc sur l'esplanade du Trocadéro. Il y a toute une série de tweets, de mails, qui... Martine, je propose qu'on s'arrête. Je finis. Je passe beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas finir sans pouvoir dire un dernier mot
qui est le très beau texte de Cathy, qu'elle écrit en préface du festival Sisterhood is Powerful, que le centre audiovisuel Simone de Beauvoir présente au Latina en octobre 2010. C'est un texte qui est un peu long, mais je voudrais quand même lire le début. Avant l'hommage que va lui consacrer la Cinémathèque française, le centre audiovisuel Simone de Beauvoir tient à associer Delphine Seyrig à cette programmation consacrée à la lutte des femmes pour leur libération. Voici 20 ans que Delphine est partie, s'est éteinte, comme on dit, pour autant qu'une telle lumière puisse s'éteindre. Comme une étoile morte, dite star, elle continue de briller sur les écrans dans les mémoires, car au cinéma, les actrices ne meurent jamais. Elles apparaissent et disparaissent au gré des modes, de la volonté des faiseurs de films et des aléas de la vie. Mais leur image ne meurt pas. Seuls meurent les supports, pellicules ou pixels qui s'effacent, dit-on, plus vite que le souvenir dans nos vies éphémères. Eh bien, je crois qu'on pourrait dire de Cathy, sans vouloir s'est éteinte, comme on dit, pour autant qu'une telle lumière puisse éteindre. Merci. Merci beaucoup, Martine. Clarisse Feltin, Génération féministe, c'est le sous-titre qui vous précède. Est-ce que vous avez envie de commencer là-dessus ou tout simplement par nous dire quel était votre lien avec Cathy Bernheim? Si je veux continuer dans le prolongement de cette démarche un peu historique, bon, d'abord, Cathy fait partie de ma famille, donc je l'ai découverte quand j'avais 25 ans. Et j'ai pas du tout eu des... On déjeunait régulièrement ensemble. J'ai pas du tout... Enfin, elle m'a jamais parlé comme vous parlez de tout ce qu'elle a fait, etc. C'était quelqu'un de vraiment hyper humble et oui, et qui se mettait pas en avant, quoi. Donc, moi, j'ai appris au fur et à mesure, comme je fais aussi du journalisme d'investigation, en la titillant, etc. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'Arc de Triomphe? Je dis, mais c'était quand même culotté d'aller à l'Arc de Triomphe. Parce qu'elle m'en parlait comme ça. Oui, on avait tenté de déposer quelques fleurs à la mémoire de la femme inconnue, du soldat inconnu. Enfin, et donc, c'est vraiment de fil en aiguille que j'ai compris un peu le rôle qu'elle avait, et que je découvre aussi aujourd'hui, qu'elle avait eu dans le mouvement, d'autant plus qu'au départ, je n'étais pas forcément féministe. J'ai été éduquée comme un garçon, mais j'avais pas cette politisation-là du tout. Et de fil en aiguille, en discutant de projets de films, puisque donc je suis réalisatrice de films documentaires, forcément, elle m'a aiguillée sur des sujets et j'ai commencé à m'intéresser aux violences faites aux femmes. Et donc, à chaque fois, je lui faisais relire mes projets, qu'ensuite, je rédigeais les projets qu'ensuite je soumettais aux chaînes et j'ai fait des films. Et c'est comme ça que j'ai fait, par exemple, le premier film sur le harcèlement sexuel au travail, en 2012. Et je pense qu'elle m'a aidée à... J'avais évidemment vu qu'il y avait un gros souci, mais quand même, elle a dû m'aider, puisque j'étais la première à faire un film sur ce sujet-là, qui est sorti sur France 2. Et ça a été un film un peu culte, sexe, mensonge et harcèlement. Et voilà, mais ça s'est fait hyper naturellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pareil, j'avais l'idée de faire un bouquin, mais j'avais jamais écrit de livre, sur une résistante, Hélène Vianney. Elle m'a dit, mais tu vas voir, c'est hyper facile, il faut que tu fasses, t'écris juste une petite introduction, et puis tu fais un plan avec différents chapitres, il faut que tu réfléchisses à des titres pour tes chapitres et tout. Avec elle, en fait, tout était hyper facile. C'est vrai. Et c'était toujours... et c'est vrai, il y avait un enthousiasme quand je la voyais. Parfois, on fait un métier difficile où il faut vraiment, à chaque fois, pour gagner sa vie, vendre des projets de films ou des projets de... Donc c'est dur, il faut toujours se réinventer. Et à chaque fois, j'étais sûre que quand j'allais la voir, elle allait me transmettre son énergie, que j'allais repartir avec plein d'idées. Et en fait, c'est ce que vous dites... ce que j'entends aujourd'hui, c'est un foisonnement d'idées, d'intuition aussi, et toujours, de manière très spontanée. Je pense que, en fait, Cathy, on ne peut pas la mettre dans une petite case. Par exemple,
j'ai fait après une émission je travaillais pour une émission pour les sourds et les malentendants qui s'appelle L'œil et la main, qui est une des plus vieilles émissions françaises. Et je me suis dit, ça va être le 8 mars, je vais proposer un film, et je pense qu'il y avait une date anniversaire, ça devait être en 2020, donc voilà, c'était pas les 40 ans, mais les 50 ans. Et je me suis dit, je vais proposer à Cathy de venir, et donc je vais faire une rencontre avec des femmes sourdes féministes et Cathy. Et alors là, pour Cathy, ça a été une découverte de se dire, oui, il y a des femmes sourdes. Mais finalement, est-ce qu'il y a eu des sourdes dans le mouvement, des femmes sourdes? Parce que elles subissent aussi le joug des hommes, et elles sont aussi dans des situations même parfois de plus grande dépendance et aussi de souffrance, et elles ont envie de se libérer et tout. Et du coup, j'ai organisé un tournage où Cathy est venue, donc il y avait des interprètes, évidemment, et elle répondait aux questions des jeunes femmes sourdes. Et est arrivée justement la question sur, je ne sais pas pourquoi on a parlé de sexualité, et Cathy a dit, mais moi, j'ai jamais mis en avant ma sexualité. Et je refuse, et elle a dit, et je refuse de mettre en avant ma sexualité, parce que ce qui compte, c'est mes idées, c'est pas ce que je suis. Et vraiment, elle y tenait, mais mordicus. Et ça, elle a dit, ça c'est vraiment la différence avec maintenant, parce qu'elle était aussi pas forcément en accord avec les nouveaux chemins du féminisme, en disant les femmes justifient leur engagement en fonction de ce qu'elles sont. Alors elles sont, je sais pas, elles sont françaises de souche, d'origine étrangère, alors elles vont être racisées, après, et donc on met en place ce qu'on appelle sexualité, et ça, elle le réfutait aussi, parce que pour moi, Cathy, c'est vraiment un esprit universel. Elle représente la femme, les femmes, mais dans toute leur diversité, et on ne peut pas les segmenter comme ça. Et elle était très en désaccord avec ça, et elle pensait que ça affaiblissait le mouvement. Et donc voilà, et elle m'a toujours incitée à continuer. Et là, par exemple, pour vous dire, parce que quand même, on assiste, pourquoi j'arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe en génération féministe, mais on assiste dans la société française, mais pas que dans la société française, à ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement il y a un mouvement, et il n'y a qu'à le voir, parce que vous regarderez mon film. J'ai fait une analyse très fine de l'émission qui s'appelle TPMP, qui est le premier talk-show français, qui est présenté par Cyril Hanouna. Donc pendant 10 ans, j'ai regardé et j'ai noté les agressions sexuelles qui sont filmées en plateau et diffusées en temps réel dans la télévision française. Donc c'est un film qui fait plus d'1 heure, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est ce mouvement-là aussi ce backlash, enfin ce qu'on appelle le masculinisme, mais voilà, c'est aussi un truc qui est en réaction à ce que vous, les historiques, vous avez insufflé, c'est-à-dire la libération des femmes. Et en ce moment, il y a un retour, voilà. Et comme il y en a, j'imagine, souvent quand il y a des mouvements sociaux qui naissent, et après, voilà, le développement n'est pas forcément linéaire. Et donc, évidemment, je lui avais parlé de mon film quand elle était à l'hôpital. Et elle me disait, c'est bien, continue, etc. Donc voilà, je veux dire, pour moi, Cathy, c'était vraiment une force positive. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont là et qui l'ont connue, c'était ça. Et elle continue à être au-dessus. Tu es sa cousine? Oui, je suis sa cousine. Pour vous dire, c'est aussi ça qui est son cousin germain et mon père. Voilà. Et c'est aussi ça, il y a aussi un truc incroyable et formidable avec elle, c'est que vous l'avez senti, elle n'a pas forcément eu une vie aussi linéaire, etc. C'est pas quelqu'un qui a eu une enfance facile, et je pense même qu'elle a eu une enfance très difficile, mais elle m'en a jamais parlé, mais je l'ai juste senti, et elle a réussi à transformer des difficultés, des épreuves en quelque chose de positif, et aussi comme aussi une énergie, une force, et c'est ça aussi que je trouve admirable en elle, et
je pense qu'on peut aussi chacun garder en nous et le faire rayonner auprès des autres. Voilà. Merci beaucoup, Clarisse, c'est très gentil. Merci beaucoup, vraiment. Nous avons encore 10 vraies minutes pour échanger. Et du coup, même si de moi-même j'aimerais poser des questions, je voudrais vous donner la parole en premier lieu. Y a-t-il des questions ou des réactions? Sinon, moi j'en ai une en attendant que la main se lève, c'est sur la question des mémoires. Ça me paraît très fort dans toutes les interventions de voir à quel point la question de la transmission des mémoires ou de l'absence de transmission, de l'enjeu des archives et aussi d'une sorte de lutte entre les écritures et les réécritures de l'histoire est très présente. Ce qui me frappe dans ce que disait Clarisse Feltin, au-delà du rapport personnel qui peut être expliqué par la modestie de Cathy, on voit aussi qu'en fait, notre génération, nous n'avons pas entendu parler de manière spontanée dans notre histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, il y a un effort de notre génération de préserver, reconstituer, refaire lien. Juste ajouter un mot que j'avais prévu de dire et que je n'ai pas dit. Sur les 40 ans, quand même, à la fois, ça a été retrouvé, tout ce que je dis, mais ça a été aussi la rencontre avec, justement, des plus jeunes. Ça a été un enjeu de transmission et de contact. C'est à l'occasion des 40 ans, là je parle sous le contrôle de Françoise, qui était donc vice-présidente adjointe ou vice-présidente, moi j'étais présidente, mais c'est à l'occasion des 40 ans qu'on a rencontré les filles qui avaient 20 ans ou 25 ans à l'époque, encore en 15 de plus aujourd'hui, mais Caroline Delas, qui nous a d'ailleurs donné un coup de main au moment de la préparation de la conférence de presse, parce qu'elle avait un rapport aux journalistes qui est plus important que celui que nous pouvions avoir, Anne-Cécile Melfer et d'autres. Donc il y a eu cette jonction, à travers il y a eu de la transmission, on a sorti les archives comme des tiroirs, mais il y a aussi de la transmission et la rencontre effective avec des filles plus jeunes, qui maintenant d'ailleurs ne sont plus les jeunes féministes, que ça a encore sauté 20 années, mais ça c'était très important je pense, et Cathy a joué un rôle important sous cet angle-là aussi. D'autres réactions ou questions? On a encore un peu de temps. On va chanter. S'il n'y a plus pas de questions, il y a beaucoup été question de texte, de créativité et de joie. Nous diffusons en ce moment quelques couvertures des ouvrages de Cathy, bien sûr, qui vous invitent à lire et à relire. Je crois que c'est aussi peut-être avant tout en tant qu'écrivaine qu'elle aurait aimé rester dans nos mémoires. Et pour cela, je vous propose de terminer en chanson, puisqu'on n'en a pas parlé, mais elle est une des co-autrices. Difficile de savoir qui a mis la main exactement dans cet hymne des femmes qui résonne quand même beaucoup aujourd'hui, qui est peut-être un trait d'union entre la génération des 70 et celle d'aujourd'hui. Et donc je propose que Rudy diffuse cet hymne des femmes. Je vous dis à toutes et à tous un grand merci. Merci aux intervenantes d'être venus de loin pour cette rencontre. Merci à Michel d'avoir conçu cet hommage. Pour les 100 salvatoriens ou ceux qui ne sont pas très loin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la projection du Petit Matin, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure de Christine de Rivoire. Et pour tous, je vous dis à bientôt.